Bonjour Olivia, bonjour Aude. Bonjour Nous nous Martine. retrouvons pour cette dernière émission sur la loi de bioéthique actuellement au Sénat. Donc, les médias se concentrent uniquement sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Nous avons parlé hier de la congélation des ovocytes. Mais qu'y a-t-il d'autre dans ce projet de loi? Alors en effet, le projet de loi de bioéthique n'est pas uniquement le projet d'extension de la PMA. Il y a d'autres mesures, par exemple des mesures qui concernent la recherche sur l'embryon. Alors on peut dire pour résumer que le projet achève ce qu'il restait de protection de l'embryon, puisque aujourd'hui la recherche sur l'embryon est encadrée par la loi et elle est soumise à autorisation. Alors comme c'est considéré comme encore trop contraignant, le projet introduit la distinction entre la recherche sur les embryons proprement dit et la recherche sur les lignées de cellules embryonnaires. Donc ce sont des lignées de cellules qui sont obtenues à partir des embryons. Et les recherches sur les lignées de cellules, elles seront soumises à simple déclaration. Alors, cette distinction est tout à fait artificielle parce que les lignées de cellules, elles sont obtenues à partir de la destruction d'un embryon. Donc, finalement, elles sont obtenues, il s'agit de recherches in fine sur les embryons. Simplement, de distinguer, de feindre, de voir une différence éthique entre les deux permet d'utiliser encore plus largement les embryons humains comme matériaux de laboratoire. Enfin, de toute façon, on ne peut pas dire que la situation actuelle soit déjà très protectrice des embryons, puisqu'il est possible de les utiliser pour la recherche. La loi pose des conditions, mais quelles que soient les conditions, de toute façon, elles sont toujours insuffisantes. D'ailleurs, à vrai dire, la loi actuelle est problématique parce que de deux choses une, soit les embryons doivent être traités dans le respect de la dignité humaine, et dans ces cas-là, il faut interdire toutes les recherches, soit les embryons humains sont des matériaux de laboratoire, et dans ces cas-là, on se demande pourquoi se payer le luxe de conditions. Donc, de toute façon, la situation actuelle n'est déjà pas satisfaisante, mais ce qui pouvait demeurer de respect de l'embryon, eh bien là, du coup, pourra être contourné encore plus facilement par cette distinction entre l'embryon et les lignées de cellules. Bon, et puis il y a encore d'autres mesures. Les députés ont voté, je ne pense pas que beaucoup d'auditeurs soient au courant, la possibilité de fabriquer des enfants à partir de gamètes artificiels, la possibilité de modifier génétiquement des embryons et de fabriquer des chimères humains-animales. Des gamètes artificielles, qu'est-ce que c'est? Alors, les gamètes artificielles, ce sera le résultat de l'expérience suivante. C'est que nous avons des cellules souches. Aujourd'hui, les scientifiques sont capables de reprogrammer des cellules qu'ils prélèvent sur le corps humain dit adulte, c'est-à-dire le corps humain d'une personne, pour donc les reprogrammer et les faire redevenir comme elles étaient quand elles étaient embryonnaires. Et quand elles étaient embryonnaires, elles étaient capables de se différencier en n'importe quel type de cellule, ce qui est un peu normal puisqu'un embryon a vocation à fabriquer un être humain entier. Donc avec le temps, ensuite, les cellules se spécialisent et elles ne sont plus capables que de fabriquer certains types de cellules. Alors les cellules de sang fabriquent des cellules de sang, globules rouges, globules blancs, plasma, blablabla. Les cellules de peau font toutes les couches de la peau. Vous voyez, elles sont spécialisées. Donc là, avec une cellule adulte, on est capable de la reprogrammer. C'est ce qu'on appelle les cellules souches induites, ou cellules iPS. Et à partir de ces iPS, puisqu'on peut les reprogrammer et finalement les faire se différencier en tout, on pourrait les faire se différencier en gamètes. Donc on pourrait obtenir des gamètes à partir d'une cellule de peau d'un individu. Et c'est ça qu'on appelle les gamètes artificielles. Et le projet de loi permet ces recherches, mais n'exclut pas la fécondation de tels gamètes. Donc un enfant pourrait, ce n'est pas exclu, par le projet de loi, pourrait naître de telles gamètes obtenues artificiellement et en plus, par ailleurs, qui seraient sexués indépendamment de la personne dont ils viennent, éventuellement. Donc on pourrait faire un spermatozoïde à partir d'une cellule de peau d'une femme. Voilà. Alors, c'est évidemment que ça pose de graves problèmes éthiques pour les personnes à venir de ce genre de bricolage et de manipulation. Bon, d'abord, il n'y a aucune garantie sur l'absence d'effets, de problèmes avec l'utilisation d'une telle technique, parce que ce processus d'obtention de gamètes artificielles en fait, ne respecte pas le processus naturel de maturation des gamètes qu'on appelle la méiose, si je me souviens bien. Et donc, en fait, il n'est pas du tout exclu d'entraîner des mutations de gènes, de recombinaisons imprévisibles et défaillantes.
Bon, et puis par ailleurs, d'un point de vue un peu moins scientifique, le statut de ces enfants et leur place dans la lignée pourrait être délicat, problématique, en tout cas très complexe. Hein. Par exemple, l'enfant pourrait être conçu à partir d'une cellule souche prélevée sur un embryon ensuite détruit. Donc on pourrait faire un spermatozoïde à partir d'un embryon qu'on détruira ensuite. Donc voilà un enfant qui serait issu d'une personne qui n'a jamais vu le jour. Donc comment est-ce qu'on se construit avec une pareille généalogie? On pourrait aussi concevoir un enfant avec les gamètes issus d'une seule et même personne éventuellement, fabriquer un spermatozoïde et un ovocyte. Ou alors un enfant pourrait être issu d'un ovocyte fabriqué à partir d'une cellule d'une femme. Alors est-ce que cette femme serait son père ou sa mère? Et puis rebelote de l'autre côté avec un ovocyte issu éventuellement d'un homme, etc. Donc, il importe là de remédier à cette situation et de demander à nos parlementaires d'interdire toute possibilité de fécondation de telles gamètes obtenues ainsi de façon artificielle. Merci. Et les embryons chimériques? Les embryons chimériques sont maintenant autorisés par le projet de loi puisque le projet de loi n'interdit que l'adjonction de cellules d'autres espèces à l'espèce humaine. Mais donc, ce que ça signifie qu'on peut adjoindre des cellules humaines dans des embryons animaux. Et c'est ce que l'objectif de cette autorisation du projet de loi est de pouvoir... D'ailleurs, Jean-Louis Touraine l'a dit lui-même dans les débats parlementaires, il a dit on va enfin permettre aux animaux de fabriquer des organes qui pourront être prélevés au bénéfice des humains. Moi, je ne crois pas avoir entendu dire d'animaux réclamer des droits pour qu'on leur permette de fabriquer des organes pour les humains. Mais bon, j'attends les explications de Jean-Louis Touraine, peut-être qu'il a eu des confidences particulières sur ce point, mais ça veut dire qu'en tout cas, on va produire, l'objectif c'est de produire des greffons humains à partir de cellules humaines pour produire des cellules, des foies, des reins, et qu'ensuite on abattra les animaux et on les transplantera chez des patients humains malades. Enfin, si ça marche, hein. Si ça fonctionne. Ça pose de vraies questions parce que jusqu'à maintenant, les recherches qui ont été faites n'ont de toute manière jamais abouti à la production d'un organe sain qui puisse être transplanté. Par ailleurs, les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord sur les conséquences de ces adjonctions de cellules humaines sur les animaux. Ils ne savent pas gérer la mutation éventuelle des cellules humaines dans d'autres organes que celles pour lesquelles elles ont été injectées. En particulier, qu'adviendra-t-il s'il y a des cellules humaines qui mutent vers le cerveau des animaux? Et les scientifiques, il y en a certains qui disent qu'il faut absolument aucune mutation. Il y en a d'autres qui disent on pourrait admettre une mutation à hauteur de 1% dans le cerveau animal. Donc on voit bien que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et ce qu'il faut noter, c'est que là encore, ce sont des enjeux de chercheurs et de financiers, parce que quand on ouvre la possibilité de créer des embryons chimériques animaux avec des cellules humaines et qu'on affecte donc des financements à cette recherche, eh bien on ferme la porte à d'autres recherches plus respectueuses de la dignité humaine et aussi plus respectueuses des animaux qui n'ont jamais demandé à avoir un rein destiné à un être humain, et notamment toutes les recherches sur l'ingénierie tissulaire et cellulaire dont on sait qu'elles peuvent aboutir à créer des greffons humains parfaitement compatibles avec les receveurs à qui ils sont destinés. Merci. Alors, pourquoi ces sujets ont-ils été si peu entendus dans les médias? Pourquoi l'ouverture du droit à la PMA est restée le seul sujet pour bon nombre de nos concitoyens? Alors pourquoi nous ne savons pas particulièrement? Sans doute parce que la PMA, c'est vraiment la mesure phare déjà en termes de business, et puis peut-être que c'est celle qui vend le mieux. Mais en tout cas, en effet, nous sommes là pour ça, hein, pour contribuer à cette prise de conscience sur ce que contient le projet de loi bioéthique. Et d'ailleurs, beaucoup de députés n'ont sans doute pas pris eux-mêmes conscience de ces enjeux, accaparés qu'ils sont par d'autres sujets. Hein, si on demandait aux députés qui ont voté le projet de loi le 15 octobre, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont voté pour la fabrication d'embryons chimères humains-animaux, je pense que beaucoup tomberaient des nues. Et d'ailleurs, quand la question des embryons chimères a été abordée lors de la grande manifestation géante là, à Paris du 6 octobre contre ce projet de loi de bioéthique, eh bien, le quotidien
s'est gossé, s'est moqué de l'intervenante et s'est permis de commenter que c'était n'importe quoi. Donc leur amateurisme journalistique est sans doute regrettable, parce qu'avant de commenter un projet de loi, peut-être qu'ils pourraient aller voir ce qu'il y a dedans, mais c'est très révélateur. C'est-à-dire que ce projet d'embryon chimère, donc des animaux dans lesquels on introduit des gènes humains, est tellement n'importe quoi que les journalistes eux-mêmes n'y ont pas cru quand on l'a dit à la tribune de la manifestation. Voilà, donc l'ignorance est vaste et le but des émissions comme celle que nous avons faite avec vous toute cette semaine, justement, est de contribuer à ce que ce projet soit connu par nos concitoyens, mais aussi par nos députés et par nos sénateurs, parce que l'ignorance est vaste, et y compris sur la PMA. Hein. C'est-à-dire que si on demande aux gens que dit le projet de loi de bioéthique, éventuellement ils pensent que c'est une loi qui vise à donner la possibilité à des femmes d'avoir la joie d'avoir un enfant. Voilà, c'est tout. Hein, et évidemment, dans ces cas-là, ils pensent qu'ils sont favorables. Mais si on leur pose la question de façon un petit peu plus précise, est-ce que vous voulez que la loi interdise à certains enfants toute possibilité d'avoir leur lignée paternelle? Est-ce que vous voulez que la loi organise l'achat et la vente du sperme? Et pendant qu'on y ait des organes aussi, hein, parce qu'il y a aussi pénurie d'organes et puis des gens qui en meurent. Vous voyez, quelle est la maladie que vous voulez dérembourser pour pouvoir payer des PMA pour des personnes fertiles? Hein, c'est-à-dire que si on laisse la possibilité aux gens de réaliser quelles sont les conséquences de ce projet, eh bien au moins ils pourront répondre en connaissance de cause cette fois-ci. Et alors on voit dans ces cas-là que les sondages sont totalement inversés. C'est-à-dire que là, ce grand marché de la procréation qui est derrière le projet de loi, les gens n'en ont pas du tout conscience, parce que déjà ils pensent que c'est la PMA pour les femmes, ils ne sont pas au courant en général qu'il s'agit de la PMA pour tous, y compris les couples fertiles qui pourront recourir à la PMA avec donneur s'ils le souhaitent, dans une branche, dans les deux. Hein, ce grand marché de la procréation, comme on vient de le rappeler, à chaque fois qu'on utilise 1 euro quelque part, c'est 1 euro qui ne pourra pas être utilisé ailleurs à meilleur escient. Et pendant ce temps-là, pendant que le marché de la procréation se développe, eh bien, la recherche sur l'infertilité n'a pas de crédit. C'est-à-dire qu'il serait bien plus respectueux des attentes des gens et des droits de tous de mettre des crédits sur la recherche sur les causes de l'infertilité pour y remédier. C'est-à-dire qu'on sait très bien que notre société, avec la pollution, les modes de vie, génère de plus en plus d'infertilité. Et la réponse, au lieu de chercher des solutions à cette infertilité, de restaurer la fertilité, la réponse est la PMA. C'est la PMA avec toutes les difficultés, que ce soit humaines, juridiques ou scientifiques, médicales, qu'elle suscite. Donc, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de recherche, de crédit pour la recherche sur l'infertilité? Parce que ça rapporte moins de soigner les gens que de proposer des prestations toujours plus sophistiquées de procréation médicalement assistée. Alors voilà, donc si les Français ne veulent pas de ce grand marché de l'humain, ils doivent le dire, c'est-à-dire qu'il faut se prononcer si on veut des embryons chimères, des embryons transgéniques, le marché de la PMA, il faut l'assumer, mais si on n'en veut pas, eh bien, on a le droit de le dire. Il est encore temps. Merci beaucoup Aude, merci beaucoup Olivia. Merci à vous et merci à Radio Espérance de nous avoir invités pour cette série d'émissions. Merci en tout cas, nous avons suivi toutes ces émissions avec plaisir et ça nous a ouvert à beaucoup d'horizons. Merci. Et juste, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.juriste-au-pluriel-pour-l'enfance.com. Merci.